Ils sont sur ce plateau. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Maurice Arnaud Agua, bonjour Stéphane Archinou-Crosso. Bonjour également aux téléspectateurs et à tous les auditeurs de Diaspora FM. Je pensais que vous alliez oublier les auditeurs. Heureusement pour vous. Bonjour Monsieur Stéphane Archinou-Crosso. Bonjour Maurice Agua, bonjour Hugues Hector Zogo. Ah bon? J'y arrive. Oh, ben, ça veut dire que vous avez déjà mangé ce matin. Bonjour. Ça veut dire que vous avez déjà mangé ce matin. Non, nous connaissons. Non, c'est le coup d'état vestimentaire sur le plateau qui me désaxe un peu. Hugues est bien habillé en cravate, chemise. Ne parlez surtout pas de moi. Vous êtes habillé en Ne costume. parlez surtout pas de moi. Donc, je suis désaxé par ce coup d'état vestimentaire matinal. Ah bon, donc on vous a dit que vous n'êtes pas bien habillé. Je suis bien habillé. Je suis bien habillé aussi. On vous a dit que nous, on n'est pas gênés le fait que vous soyez bien habillé comme ça. Bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Merci pour le plaisir, toujours la joie, la gaieté que vous apportez sur ce plateau et surtout le fait de savoir être sérieux quand il le faut et être détendu quand il le faut. Merci. Hugues Hector Zogo, qu'est-ce que vous regardez dans votre téléphone comme ça? Non, je squatte un peu. D'accord, vous vous préparez. Pages, très bien. Pour pouvoir servir ce qu'il faut. La bonne information donc aux téléspectateurs. Bon, il faut dire que c'est vrai que c'est arrivé ce matin quand les journaux ont donc relayé cette information sur la team Don Poro, que j'ai eu l'intention quand même de permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre ou de mieux entendre de quoi retourne cette initiative. Comme on le dit en fond, vinonoué, vinoyon gbédé. Mais pour le moment, la personne n'a plus indiqué puisqu'elle n'a pas été avertie à temps. Je crois qu'elle nous donnera l'occasion de revenir le plus amplement sur cette initiative. Sinon que je sais que vous brûlez d'envie d'en dire un mot, mais pour le moment, patientez. On va y revenir, Hugues Hector Zogo. Il paraît que hier, vous avez déchiré la baraque avec ce sujet. On va y revenir également de votre côté. Pour le moment, on va y aller maintenant avec un autre sujet. Oui, ce sera ce sujet de Matin Libre, fin de mandat sous les talons, pas de ministre commerce ni cadeau de départ. Hugues Hector Zogo, Stéphane Archinou-Crosso, nous avons eu l'habitude d'assister à certaines choses et les habitudes sont désormais et réellement du passé, avec ce que nous observons de plus en plus. Et s'il y a des leçons à y tirer, je pense que ce sera des leçons positives et ce sera donc des exemples à suivre désormais pour éviter le passé honteux. Que vous inspire ce titre, Hugues Hector Zogo? Ben, c'est déjà au niveau, depuis mercredi, que la décision... Mais vous nous avez dit ici qu'il y aura, oui, vous nous avez dit ici, Hugues Hector Zogo, qu'il y aura donc, comment vous l'avez dit, qu'il y aura des nominations au gouvernement. Oui, ne soyez pas surpris que le chef de l'État ait préféré cette posture-là, dans la mesure où les 4 ministres qui devraient porter donc le titre de député n'aient pas pu tous siéger, parce que ça va être quand même très embêtant qu'on puisse avoir 4 ministres qui partent d'un gouvernement et que systématiquement on n'ait pas droit à un remaniement technique tout au moins. Donc pour moi, c'était assez clair. Le chef de l'État a compris qu'il fallait peut-être prendre part d'autres stratégies et donc laisser 2 de ces désormais anciens ministres siéger au niveau donc, de l'Assemblée nationale et maintenir 2 pour la continuité. Et par conséquent, attribuer juste ces 2 portefeuilles ministériels sur les 4 qui devraient être déployés donc à d'autres
à d'autres ministres en qui il continue de faire suffisamment de confiance. Et ça vient quand même confirmer d'une manière ou d'une autre qu'avec le tout premier gouvernement du ministre d'État Romuald Wadani, quand il va se faire élire président de la République du Bénin, qu'inéluctablement, il n'y aura pas un grand bouleversement au niveau de ceux-là qui siègent aujourd'hui. Parce que quand vous regardez la configuration, vous vous rendez quand même compte que c'est une équipe qui est davantage soudée, une équipe qui travaille autour de la personnalité du chef de l'État, mais qui se retrouve aussi dans la dynamique de l'après-président Patrice Talon doit se poursuivre tel que la vision de départ a été nourrie. Donc peu importe qui viendrait, je crois quand même, en tout cas pour ce qui concerne la mouvance présidentielle, que les visages que nous connaissons aujourd'hui, à près de 75%, vont rester. Ouais. Stéphane Akhil-Rossou, est-ce que vous avez été surpris quand même 4 ministres devraient partir à l'Assemblée nationale, Hugues Hector Zogo l'a dit, mais voilà, il fallait couper la poire en deux, selon ce que Hugues vient de dire. Et donc, on a eu 2 ministres au gouvernement, 2 à l'Assemblée nationale, mais ces sièges n'ont pas été véritablement remplacés, d'où ce titre de matin libre. Il n'y a pas de ministre cadeau, il n'y a pas de comédie à faire, il n'y a pas de nomination fantaisiste à faire, il n'y a pas de ministre entre griffes poids léger à nommer dans le gouvernement. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, bon, personnellement, j'avoue que j'ai été un peu surpris par cette option. J'ai été un peu surpris parce que je me disais que ces 4 ministres qui ont eu des sièges au Parlement ont l'occasion de se recaser et de ne pas avoir de soucis à se faire après le président Patrice Talon. Mais on a constaté que c'est carrément, ou j'ai constaté que c'est carrément un autre choix qui a été fait. Il y a 2 qui ont décidé de rejoindre leur siège au Parlement. Il y a 2 autres qui ont décidé de rester au gouvernement. J'apprécie ce choix de ces ministres-là doublement. Le premier aspect, je me dis que le chef de l'État, peut-être dans sa politique, s'il a décidé de ne pas nommer d'autres ministres à la place de ceux qui ont eu des postes au Parlement, c'est peut-être dans la dynamique de réduire les coûts, de faire des économies à l'État, parce que nommer 4 nouveaux ministres, c'est déjà des primes d'installation, ça fait beaucoup de choses. Et ces ministres-là, sur le plan de l'efficacité, forcément, n'auront plus pratiquement rien à faire puisqu'ils seront en fin de mandat. Et le dernier mois ou les deux derniers mois seront probablement consacrés à l'élection présidentielle et donc ils ne seront plus utiles à quelque chose dans le gouvernement. Et donc, stratégiquement, je pense que c'est quand même bien. Maintenant, l'autre chose que je vois, et c'est là que je ne partage pas totalement cette sérénité de Hugues Hector Zogo, je pense que peut-être que le chef de l'État a forcément, ou que le prochain président de la République a forcément des choix par rapport aux 2 autres qui sont restés dans le gouvernement. Sinon, moi, je ne vois pas pourquoi ils auraient préféré ne pas aller siéger. Parce que ça fait quand même 7 ans à l'Assemblée nationale, où ils sont peinards, ils sont pépères, ils n'ont pas de soucis à faire. Et donc, s'ils ont décidé de ne pas aller, c'est forcément que le prochain président de la République a des projets pour eux. Quand on prend quelqu'un comme le président Bio Tchané, au regard de son parcours, de son palmarès, il aura forcément beaucoup à faire aux côtés du prochain président Romuald Wadani. C'est vrai que ne soyez pas surpris de voir par exemple le président Abdoulaye Bio-Tchané, donc président du Bloc républicain au Sénat. Oui, c'est envisageable. Maintenant pour la jeune ministre également. Il remplit les critères?
Pour aller au Sénat. Oui, au rang des personnalités politiques qui seront désignées par le président de la République. C'est bien possible. Il y a également l'autre jeune ministre qui a également fait le choix de rester au gouvernement. Peut-être que le prochain président a également envie de l'associer à d'autres projets quand il aura pris les rênes. Même si un ministre part au gouvernement et à l'Assemblée et que le futur président a des projets, on peut le rappeler. Ça pose un problème. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'on a un projet sur un ministre qu'il faut qu'il reste au gouvernement. Non, il peut. Ça ne me convainc pas. Non, évidemment, parce que, voyez-vous, rester au gouvernement va permettre à ces ministres-là d'être dans le feu de l'action jusqu'à la fin. Et à la prise de fonction du nouveau président de la République. Et puis, les sorties et puis les rappeler après, ça aurait servi à quoi aussi? Ça, c'est l'autre réflexion qu'on peut faire. On peut les laisser et on peut les laisser partir à l'Assemblée et les rappeler. Mais là, ça aurait servi à quoi? Parce qu'on aurait fait des dépenses d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc il vaut mieux les garder parce qu'on a d'autres projets pour eux et les reconduire après. C'est comme ça, moi, je vois un peu la chose. Sinon, moi, je pense que si ce n'est pas ces cas où on envisage des choses pour eux, ils auraient pu choisir, siéger tranquillement au Parlement et ne pas avoir, n'est-ce pas, donc, des soucis à se faire. Donc, sur le plan de l'économie nationale, ça fait d'économie pour l'État. Sur le plan stratégique, ça fait un ménagement pour le prochain président de la République. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autres têtes capables d'assumer le job et c'est pourquoi vous jetez vos l'autre chose que je n'ai pas souligné, l'autre chose que je n'ai pas souligné, personnes à détecter pour faire le travail. J'en viens à votre question. L'autre chose que je voulais dire, que j'ai manqué de dire, c'est que politiquement, ça laisse un peu perplexe parce que quand on a 4 qui ont quitté le gouvernement, il y a déjà d'autres personnes qui se disent « Ah, si le chef de l'État peut me placer là, même 4, il y a des gens qui rêvent de faire 4 mois au gouvernement seulement, hein, et ils sont là. Donc peut-être que... même juste un mois aussi. Donc peut-être qu'ils sont là, disent « Ah, si le chef de l'État peut me nommer, mais cette option aura plutôt fait d'écouter leur ambition salivante. » Ah oui, réaction par rapport à ma question. Oui, en fait... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres compétences? Ça m'étonne que vous dites, non, ne soyez pas surpris de voir. C'est comme si ce sera juste une continuité et qu'il n'y a pas d'autres compétences. Est-ce que ça ne fera pas du bien au pays que d'aller chercher d'autres compétences pour venir occuper des fauteuils ministériels au cours de la mandature qui va démarrer en 2026? C'est sûr qu'on aura peut-être 2 ou 3 directeurs généraux actuels dans le prochain tout premier gouvernement du ministre d'État Romuald Wadagni. C'est évident. Mais ma foi, pour ce qu'on a pu constater, en tout cas, avec le président Patrice Talon, on peut parier sur le principe qu'il n'y aura pas grand bouleversement au niveau du gouvernement. Mais ce n'est pas le président Patrice Talon qui prend le pouvoir en avril. Vous avez le sentiment que ce n'est pas le président Patrice Talon qui prendra le pouvoir en avril 2026. Vous avez ce sentiment. Mais ce que vous oubliez... D'après le matin libre titré fin de mandat sous les tables. Oui. C'est quoi? Oui, c'est bien ça. Vous aviez entendu de par le passé qu'on disait l'après nous, c'est nous. On en a entendu parler. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand un régime se retrouve pratiquement à la fin du mandat présidentiel, c'est un nouveau cycle
qui démarre. Mais pas avec Mais les au mêmes cœur- ministres. Pas avec les Mais mêmes au ministres cœur de ce qui cycle-là, ont dirigé le pays pendant 10 ans. c'est-à-dire au cœur de ce cycle, il y a les acteurs à la limite intouchables. Ceux-là qui ont tout vécu avec vous, qui deviennent inséparables. Et quand vous regardez... On peut les nommer conseillers. On peut les nommer conseillers. Oui, mais hein. Non, c'est-à-dire que quand vous regardez- Hugues, si vous me permettez, hein, Oui. je voudrais dire que je ne vois pas la même chose que Hugues, Voilà, voilà. Hugues ce matin. Je cherchais quelqu'un qui ne voit pas la Oui, même chose que lui. Parce que je me dis que dans le fond, il a raison. Hein. C'est le même régime qui va continuer. Sauf que moi, je suis en train de voir que le système va changer. C'est le même régime, mais avec un autre système. Parce que je ne crois pas que le tout prochain président veuille décider de reconduire in extenso les membres du gouvernement. C'est pas ma démarche. Non, je viens. C'est sûr que il y aura forcément de nouvelles têtes. D'ailleurs, même, je prédis même que ça va être peut-être à 90% constitué de nouvelles têtes. Même à la présidence de la République, il y aura de nouvelles têtes. Ça dit que l'ossature ou la structure du système tel que ça a été sous le président Patrice Talon va changer. Parce que n'oubliez pas que Romuald Wadaï a ses proches. Tel que le président Patrice Talon est venu au pouvoir avec son système de proximité, Romuald Wadaï viendra également avec son système de proximité. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui de voir le directeur de cabinet du ministre d'État Romuald Wadaï à l'Assemblée nationale? On aurait pu se dire, oui, voilà quelqu'un qui mérite d'être ministre de la République sous le président Romuald Wadaï. Il a fait son choix. Mais qui l'envoie? Il a fait son choix. Personne ne l'envoie. Non, mais non. Ah non, mais C'est là, on est là. C'est en fin de Et régime. c'est ça là qui doit nous inspirer. C'est Non, ça qui Et doit nous montrer que vous avez c'est bien ça fait qui- de donner cet exemple. de notifier tout à l'heure que la fin d'un régime, c'est le début d'un nouveau cycle. Et ça amène les acteurs qui sont au cœur du système Talon de commencer par se repositionner parce que en fait, ils ne sont sûrs de rien. Ils ne sont sûrs de rien. Donc, aller là-bas, je veux dire que aller au Parlement, c'est pour moi Je me demande un échappatoire. Je me demande si vous connaissez très bien qui est le ministre d'État Romuald Wadaï. Il n'a pas N'est encore pris pas- le pouvoir. Non, je ne suis pas proche. Non, C'est Rumpert Gaye. Je voudrais quand même qu'on ne ramène pas le Bénin à ce stade-là. Non, Je voudrais à quand quel même- stade? Non, Mo- on va pas- Mo- on va pas- stade? non, on va pas- Maurice Vous avez deux Aboua- candidats ou pas? Maurice Vous avez Aboua- un seul candidat? Non, on a deux candidats. avez deux candidats. Mais soyons Donc, objectifs. l'un Ce fait matin. gagner comme l'autre. Non, soyons objectifs. Celui qui n'a pas la possibilité Objectif, c'est d'animer... quoi? Soyons objectifs. Soyons Soyons objectifs. objectifs. Quoi? Celui qui n'a pas la Soyons possibilité objectifs. d'animer un débat, c'est celui-là qui va gagner les élections. Mais C'est le après- peuple qui décide. c'est Non, pas non, le non, peuple, mais c'est pas vous. ce n'est Nous pas sommes au nous, cœur ce du n'est pas peuple. nous, mais les dernières élections, Les statistiques sont là. communales et législatives en disent long. On ne Le va pas. parti n'est pas on- arrivé on- à on- obtenir 7% sur le plan Non, national. donc, 7%. non, soyons sérieux. Et puis regardez l'animation de la vie politique. Donc vous connaissez déjà le président de la République. Mais c'est connu, On d'une manière ou prend d'une autre. le risque de dire qu'on connaît et les faits vont corroborer, n'est-ce pas, donc nos Vous affirmations. n'attendrez plus les élections. Mais est-ce qu'au regard des faits, du factuel politique aujourd'hui, on a besoin d'attendre les élections pour dire que, sauf qu'un cataclysme, c'est Wadaï qui serait le prochain Vous président n'avez pas de besoin la d'attendre République? les élections vous aussi. Dans un régime démocratique, c'est le résultat des urnes qui détermine la démarche à suivre. Mais on peut pressentir. Là où on est dans nos démarches d'analyse, on peut se permettre de dire que le prochain président de la République du Bénin, c'est le ministre d'État, Romuald Wadaï. Donc le boulevard est ouvert. Ce n'est pas une question de boulevard, c'est une question de ce que les partis politiques offrent. Et donc, quand vous regardez l'offre du bloc républicain, quand vous regardez l'offre de l'Union progressiste, le renouveau, quand vous regardez un peu les autres partis qui ont accompagné le chef de l'État pendant toute la mandature, même si aujourd'hui Renaissance nationale s'est retrouvée en fusion avec l'Union progressiste, le renouveau, vous avez quand même de grands leaders
qui travaille au quotidien à pouvoir permettre aux compatriotes béninois de découvrir ce que Patrice Talon a pu réaliser au cours de sa mandature et par conséquent mettre au cœur de ces actions-là l'acteur, je vais dire la cheville ouvrière qui a permis de mobiliser suffisamment de ressources financières. C'est en fait ce dont il est question. Mais à l'opposé, vous avez un candidat qui se retrouve dire en un premier temps qu'il est acteur de l'opposition, plus tard il parle de l'opposition modérée, et après vous ne l'entendez pratiquement plus dans le pays. Ils vont aux élections, moins de 7% sur le plan national. Par quelle alchimie ils vont parvenir à avoir au-delà de 51%? Je ne trouve pas. Je vous ramène là où vous étiez, donc vous étiez en train de nous parler de Romain Wadagne. Donc je vous parlais, qui il est. Voilà, je disais, pour celui qui connaît le ministre d'État Romuald Wadagne, ça va être très compliqué de voir son directeur de cabinet qui a travaillé avec lui sur plusieurs années, le quitter, aller siéger à l'Assemblée nationale alors qu'il est pressenti être président de la République. L'idéal aurait été de reconduire par exemple ce directeur de cabinet, de le maintenir dans son fauteuil de directeur de cabinet. Est-ce que ce n'est pas ça qui nous permet de dire que rien n'est garanti pour quelqu'un? Non, c'est pas ça. Vous voulez dire que le directeur est allé à l'Assemblée? Le directeur s'est retrouvé à l'Assemblée. Il est allé siéger à l'Assemblée. Il est allé siéger à l'Assemblée nationale. Il est allé siéger. S'il pouvait compter sur quelque chose réellement, non, il pouvait être sûr que on l'a envoyé à l'Assemblée nationale aujourd'hui parce qu'on a besoin de ses compétences à l'Assemblée nationale au lieu de le retrouver dans le rôle d'un ministre de la République. D'accord, c'est toujours les pions qu'on est en train de Exactement. pousser comme d'habitude. Parce que quand vous regardez bien la configuration de la 10e législature, déjà même le président de l'Assemblée nationale, qui hausse le ton, qui imprime la nouvelle dynamique de notre hémicycle. Hier, par exemple, il était avec le personnel administratif de l'Assemblée nationale. Vous avez vu le message qu'il a partagé, par exemple, et qui a rapport au respect du temps. Dès que vous êtes convoqué pour une séance, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, et la séance démarre, si vous venez en retard, ne cherchez même pas à ouvrir la salle pour entrer. C'est des messages assez forts. Et quand vous regardez un peu le parcours de ces députés-là que nous avons aujourd'hui installés au niveau de la 10e législature, il y a la nostalgie de ce qu'on a vécu avec la première législature dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y aura l'Assemblée nationale qui sera très animée. Il y aura effectivement des débats houleux autour des questions d'intérêt national. Donc, pour moi, déjà quand on a un Parlement qui se voit imprimer un nouveau rythme avec un président de l'Assemblée nationale qui ne cache pas du tout ses appréhensions et qui déjà dès sa première prise de parole officielle fait comprendre que les choses ne se passeront plus comme ça a été vécu il y a quelques années en arrière, il y a de quoi donc de pouvoir se dire le prochain président de la République n'a pas autre choix que de fonctionner, en tout cas pour le tout premier gouvernement, avec la quasi-totalité des acteurs qui ont travaillé avec lui aujourd'hui. Parce que c'est une question de dynamique. Il s'est retrouvé avec eux et ce sont eux qu'il a pu mieux connaître. Il y a des portefeuilles sur lesquels on peut quand même... aller chercher des gens. On peut aller chercher des gens, voilà. Par exemple, quand vous prenez le portefeuille du ministre d'État à l'économie, quand il va quitter, il faut inéluctablement qu'on aille chercher quelqu'un de compétent, capable de faire tourner la machine économique de notre pays. Quelqu'un qui soit en mesure, par exemple, de se retrouver à l'international et de lever des fonds comme il en a l'habitude. Mais vous oubliez un ministre dont vous ne parlez pas souvent, qui Lequel? également a battu un travail gigantesque. Lequel? C'est le ministre Koupaki. Oui, vous savez, il y a les hommes de l'ombre. Il y a les hommes de l'ombre qui resteront hommes de l'ombre parce qu'ils ont décidé de se sacrifier pour la nation. Le ministre Koupaki, quand vous regardez un peu le rôle dans lequel il s'est retrouvé sous la gouvernance du président Patrice Talon, c'est à la limite ce que
à la limite, qui a été le ministre d'État Abdoulaye Biotchane? À la seule différence que l'autre, nous avons un contact assez facile avec lui parce que on ne se retrouve pas forcément au niveau du palais de la République. Mais l'autre, il est en fait l'acteur qui coordonne. À la tâche, oui, c'est lui qui coordonne pratiquement tout au niveau de la présidence. Donc vous avez entièrement raison de dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qu'on oublie. Je voudrais quand même dire deux choses. Et pour qu'on puisse comprendre, ou les téléspectateurs puissent comprendre. En réalité, ce dont nous parlons ce matin, c'est le repositionnement après Talon. Le repositionnement après Talon. Et ce repositionnement après Talon-là, on est en train de constater déjà que, comme Hugues le dit, qu'il y a des pions qui sont en train d'être poussés. Oui. Mais ces pions qui sont poussés là, ce n'est pas comme si on le faisait à dessein pour les caser. Non. C'est que ça se fait pour que ceux qui n'auront pas peut-être l'occasion d'avoir des positionnements à un certain niveau dans le prochain système qui va s'installer et qui sont proches ou qui sont des proches de certaines têtes aujourd'hui, soient recasés ou repositionnés quelque part. Et c'est le cas mais au-delà de ça, on a besoin de ces compétences-là ailleurs. Merci. C'est pourquoi on les repositionne ailleurs, parce qu'ils auront des rôles futurs à jouer. Ou c'est le gouvernement qui va s'installer bientôt. Je n'en disconviens pas, mais je voudrais qu'on comprenne. Non, ça, je suis d'accord, mais au-delà de ce que vous avez dit, je ne suis pas contre ce que vous avez dit. Oui, je comprends. Parce qu'on le veuille ou non, ils sont repositionnés. Oui. Maintenant, mais c'est pour une mission. Oui, mais au-delà de ça, moi, je me pose la question de savoir si c'est forcément pour une mission, ou bien c'est pour une mission, mais en même temps pour, pour conserver leurs intérêts. Donc si vous voulez les deux. Leurs intérêts, les deux. Après. Les deux. Mais maintenant, l'autre chose également que je voudrais relever, c'est que les compétences dont nous sommes en train, ou dont vous êtes en train de parler, sont également ailleurs que les gens iront chercher pour que, le prochain système qui va s'installer puisse s'installer de manière à ce que il ne soit pas étouffé par ceux qui ont été les acteurs au premier rang du système finissant. Parce que ça va créer des collisions ou des problèmes de leadership qui vont peut-être ne pas arranger les choses pour le prochain président de la République. Donc, il lui faut avoir un certain espace de marge de manœuvre ou de lisibilité dans les options qu'il aura à choisir pour ne pas être étouffé par ceux qui se trouvent être acteurs de premier rang de ce système qui est en train de finir. Je vous comprends. Maintenant, je viens sur le cas Koupake. Koupake, voyez-vous, c'est depuis toujours, il a été un homme de l'ombre, comme le dit. Mais moi, je pense que... Un homme de l'ombre efficace. Efficace. Mais Koupake, c'est quelqu'un, quand vous l'observez, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Il a été ministre, on l'a vu ici. Ce n'est pas quelqu'un de bavard. Koupake, c'est un stratège. C'est un technicien. C'est une tête pensante. Voilà, et qui veut toujours rester dans un couloir où il pourra faire son travail en toute sérénité. Ce n'est pas quelqu'un qui aime... pas un agissant. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui aime se faire voir. Mais il aime travailler dans l'ombre, accompagner un système pour que le système soit efficace. Et vous voyez que le chef de l'État l'a déjà confié une autre tâche par rapport à la structure qui doit travailler sur les questions de toponymie. De toponymie. Oui. Et donc, on lui a déjà confié cette tâche-là. Et il sera occupé, je crois que c'est pour un mandat de 5 ans ou je ne sais pas trop, mais il sera encore occupé pour 3, 4 ou 5 prochaines années. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre et qui sera forcément encore au cœur
du système, du prochain système qui va s'installer. Et puisqu'il n'est pas un homme d'écran, un homme de télé, un homme de médias, un homme du grand public, il va travailler encore dans l'ombre et personne n'aura les yeux à poser véritablement sur lui. Très bien, merci pour tout ce que vous avez apporté. Ça va, est-ce qu'on peut changer de sujet? Ça me fait un peu mal quand même que le président ne nomme pas un ministre qui va faire 2 mois, au moins 2 mois pour goûter à la chose. C'est pourquoi je disais que ceux à qui ça va véritablement faire mal, c'est les acteurs politiques qui veulent goûter et à la marmite ministérielle. Et le chef de l'État a toujours tout fait d'écouter leur ambition. Leur ambition. Et je pense que ce que l'autre avait dit dans ce pays-là, j'ai oublié son nom là. Il a dit quoi? Roven en noir. Non, il y a des gens qui disent ça. Son prénom commence par K. Il y a des gens qui disent ça pour dire il y a des gens qui disent ça. C'est un H qui l'a dit. C'est un H qui l'a dit. Mais vous pensez un instant que, en toute franchise... Non, mais il y a des acteurs politiques qui se disent ça aujourd'hui. Est-ce que c'est au nom du Robert qu'on appelle la fin là? Oui. Qu'il faut donner le sourire aux gens, les nommer de façon fantaisiste. Les acteurs politiques là, qui sont là depuis et qui attendent des nominations. Vous pensez qu'on puisse avoir quelqu'un du genre ministre de la République au Bénin? Non, je ne pense pas. Avec tout ce qu'on a dit. Je ne pense pas. Je ne fais que... Non, c'est fini. Quelqu'un du genre. Non. Celui-là qui a dit que c'est lui qui va remplacer le chef de l'État après son mandat. Non, c'était alors qu'il n'est même pas lui. Alors qu'il n'est même pas dans le pays. Je sais de qui vous parlez. Oui. Il n'est même pas. Il faut être dans le pays avant de remplacer le chef de l'État. C'est pas lui. C'est pas Kémy Seba. Non, je ne parle pas de Kémy. Non, c'est même pas lui. Je parle de Gologoné. Non, ne pensez même pas assez. Non, c'est pas lui. Très bien. Alors, on va parler d'un autre sujet rapidement. Cette fois-ci, nous allons à la une de Matin Libre. Pas Matin Libre, de Matinal. À la une de Matinal avec Marcel Yedo, merci pour votre dynamique. 5e mandature de la décentralisation au Bénin. Les nouveaux maires, entre folie des grandeurs et réalisme. Stéphane Arinrossou, oui, nous avons écouté des discours. Il y a d'abord, il faut saluer cette jeunesse, ce renouvellement de la classe politique, pour ne pas parler de révolution, d'accord, mais on voit quand même qu'avec cette jeunesse, cette fougue, certains maires n'ont pas encore cerné tout ce que c'est que le poste du maire. Donc ils promettent déjà ciel et terre aux administrés, d'où on parle de folie des grandeurs à la une du Matinal ce matin. Non, oui, bon, je ne veux pas dire que les confrères du quotidien Le Matinal ont exagéré, non, parce qu'en vrai, quand on suit les discours, j'ai eu la chance au niveau de notre rédaction à lire quand même 4 discours de maires qui ont pris fonction hier, et quand on regarde bien leurs discours, on sent beaucoup de fougue, on voit beaucoup de promesses. C'est dans le fond. Promesses réalisables ou irréalisables. Dans le fond, c'est pas mauvais d'avoir des ambitions. Dans le fond, c'est pas mauvais. Est-ce que parmi ces promesses, vous en avez décompté d'irréalisables? Pas d'irréalisables, mais je pense qu'il faut pouvoir contextualiser les choses. Pour ne pas et après se faire prendre au piège de ce que soi-même on a dit. Parce que c'est sur la base de ce qu'on a dit que les populations vont nous évaluer. Et c'est pour cela que je me dis qu'il y a beaucoup de... je vais dire qu'il y a eu beaucoup je ne vais pas dire exagération, mais peut-être qu'ils n'ont pas forcément pris la mesure de tout ce qui est dit pour le moment. Avec le temps, ils auront l'occasion de comprendre qu'il faut pouvoir circonscrire les promesses qu'on fait dans le cadre... Vous avez eu comme impression qu'il y a certains maires qui ont comme impression qu'ils auront une baguette magique?
Oui, il y a beaucoup qui sont venus avec beaucoup plus de chaleur. On comprend la jeunesse de certains, on comprend la détermination de beaucoup. Mais il faut calme, il faut pouvoir avoir la tête sur les épaules. Il faut avoir la tête sur les épaules. Donc le matinal n'a pas exagéré alors. Il faut avoir une certaine structuration dans tout ce qu'on promet, comme je le disais, pour ne pas être... j'ai pas envie de citer ce matin des maires qui ont à peine exagéré. Ne les citez pas. Je n'ai pas envie de les citer. Mais moi, j'observe. Et je pense qu'on va revenir peut-être dans 1 an ou dans 2 ans pour ressortir des discours et leur demander où est-ce que nous en sommes vraiment. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se dit là. Ah bon. Mais les maires ont été élus pour servir les communautés. Les maires prennent l'engagement de servir les communautés et nous pensons un instant qu'ils se retrouvent dans la foule. Mais vous êtes là pour servir. Vous êtes là pour servir. Et ce n'est pas la première expérience de la décentralisation. On est à la 5e mandature. On est arrivé à faire pour chaque mandature ce qu'on appelle le bilan. Au point de relever, au cours de la 3e mandature, de relever pratiquement tout ce qu'on pourrait avoir comme limite sur le plan politique. Et c'est ça qui a permis, au niveau de la 4e mandature, de pouvoir installer les secrétaires exécutifs. Au-delà des secrétaires exécutifs, nous avons d'autres cadres qui sont affectés, en dehors de ceux-là qui travaillaient déjà au niveau de chaque commune. Qu'est-ce qui reste aux acteurs politiques si ce n'est pas d'afficher clairement leurs intentions et de dire maintenant aux secrétaires exécutifs, faites de la mobilisation des ressources financières, voilà ce que nous portons comme aspiration pour notre peuple, tout le reste, vous vous en occupez. C'est en fait ça. Donc pour moi, c'est bien au contraire, ces maires-là qui n'ont pas encore pris la parole, ces maires-là qui se retrouvent encore dans le tâtonnement, ces maires-là qui pensent un instant que la décentralisation, c'est aller s'asseoir dans son bureau. Je pense que ce sont ces maires-là qui sont en erreur. J'ai vu des maires qui, déjà, à la date d'aujourd'hui, en intervalle d'1 semaine, ont cherché à signer déjà de partenariats. Quand vous prenez quelqu'un comme le maire de Barakou, qui s'est déjà retrouvé avec la Chine, avec l'ambassadeur de Chine, pour dire voici ce que je porte comme idéal pour la population de Barakou, qu'est-ce qu'on peut espérer? La décentralisation, c'est le pouvoir à la base. J'ai entendu notre expert en gouvernance locale, Franck Kenevo, qui, il y a quelques jours, disait, lui, il a eu à rencontrer un maire qui était au contact d'un de ses pairs à Rome. Et puis, l'intéressé ne se retrouvait quasiment pas au bureau. Et puis, l'autre maire lui pose la question de savoir, mais, monsieur le maire, vous n'avez pas de bureau? Il dit, oui, mon bureau, c'est le terrain. Ah, ce n'est pas son sac. Le bureau n'est pas dans son sac, non, comme les anciens le bureau, chefs politiques. Le bureau, c'est le terrain. Les populations qui aspirent à avoir de l'eau potable, les populations qui veulent qu'on puisse leur permettre d'avoir des salles de classe. Comment est-ce que tout ça s'évalue? Nous avons au niveau de nos communes ce qu'on appelle le plan de développement communal. À la date d'aujourd'hui, quel est le bilan au niveau du plan de développement communal? Est-ce qu'on va reprendre le plan de développement communal, procéder au toilettage, remettre encore de nouveaux projets, projeter ce plan-là sur 5-10 prochaines années, ou bien on s'arrête à ce qu'on a sous la main et on se donne les moyens de pouvoir les réaliser. Il y a plusieurs communes aujourd'hui qui ont pour budget le milliard. On en parle très peu. On prend le budget comme une question de couvent, par exemple. Alors qu'en réalité, les textes et lois de la décentralisation sont assez clairs. Le dernier citoyen
a le droit de connaître le budget de sa commune. Et aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Est-ce qu'on connaît le salaire des gens déjà? Mais pour connaître le salaire des gens, il faut que vous puissiez avoir accès au budget. Parce que dès que vous avez le budget, vous avez toutes les lignes budgétaires. Même dans les foyers, les hommes cachent les salaires et vous voulez que... Est-ce que nous devons continuer avec cette pratique-là? Ce n'est pas une bonne pratique, ce n'est pas une pratique saine. Donc pour moi aujourd'hui, le gouvernement fait suffisamment, mais il faut que les maires soient dans une démarche innovante. On ne peut plus avoir à la 5e mandature des maires qui pensent un instant qu'il faut rester dans leur bureau climatisé, attendre que des partenaires sociaux aillent vers eux, qu'ils se permettent de passer 2 heures ou 3 heures maximum d'échange pour dire oui, on est en train de parler des questions de développement. Non, il faut descendre sur le terrain. Il faut aller vivre les réalités des populations. Doit-on encourager encore les jumelages? Les jumelages, c'est ce qu'on doit le plus espérer. Et pour cause, quand vous prenez par exemple des communes comme Ouida, prenez par exemple une commune comme Ouida. À Ouida, vous avez le sel de Djegbagui. D'accord? Vous avez des femmes qui n'ont que cette activité-là comme revenu. Elles vendent le sel. Le sel qu'elles vendent là, comment est-ce que nous pouvons passer à l'industrialisation de ce sel si nous ne pensons peut-être pas à pouvoir nouer un partenariat avec une commune où il y a des opérateurs économiques disponibles capables de venir procéder à la transformation de ce sel-là. Elles ne vont plus manger. Mais elles vont manger parce qu'elles sont les premières à être au cœur de l'activité. On peut par exemple, le sel qu'on arrive à vendre à Djegbagui, d'accord, à 300 francs ou à 400 francs, on peut mettre ce sel-là dans des sachets qui portent une marque. La marque Djegbagui, celle de Djegbagui. Sachet biodégradable. Bien sûr. Il faut ajouter biodégradable. Donc tout ça, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation. Donc le maire ne reste pas dans son bureau pour ça. Il faut que le maire réfléchisse à quel type d'activité trouver pour les jeunes de sa communauté. Stéphane n'est pas vraiment d'accord. Non, je ne suis pas. Quand vous parlez de jumelage. Je ne suis pas d'accord pour la question. Bon, pour ma question de jumelage. Parce qu'il a dit que s'il faut y continuer, il faut le faire. Jumelage, cette affaire de jumelage qui est une politique qui permet aux maires de jumelage, d'accord. Je ne suis pas contre les questions de jumelage, mais je dis que si c'est ce à quoi on a assisté par le passé, où des maires et leurs acolytes. Non, ce n'est plus possible aujourd'hui. Non, je viens. Ce n'est plus possible aujourd'hui parce que tel que nous avons la décentralisation. Non, je viens. Permettez-moi. Avec leurs acolytes. Qui a amené un caterpillar qui n'a jamais fonctionné. Et ils s'en vont mettre plein les poches sur les frais du contribuable. C'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, ils sont nombreux à partir. L'autre chose que je voulais dire, il ne faut pas faire jumelage pour jumelage. Quand on fait jumelage, c'est pour quel fait? Parce qu'il y a des actions, qui sont purement des actions de communication, des actions entre griffes. Vernissage où on dit on a fait jumelage et en grand pompe médiatique aujourd'hui on divulgue ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On voyage avec 10 membres, avec 10 personnes. Aujourd'hui, la question de jumelage doit être contextualisée et chaque ville, chaque commune doit pouvoir savoir avec quelle commune je noue un partenariat, dans quel secteur, pour quel impact, pour quelle durée, à quel coût, et cela doit revenir. Quel est le bénéfice qu'en tire la commune? Il faut évaluer tout ça. Et ça, l'État a envoyé les acteurs qui doivent pouvoir le faire. C'est le secrétaire exécutif qui se retrouve être le patron de l'administration aujourd'hui. Depuis l'avènement des secrétaires exécutifs, est-ce que vous avez encore vu ces voyages à 10, à 15 pour aller faire le jumelage? Secrétaire exécutif, s'il permet à ce qu'on dépense les sous de la commune
dans n'importe quoi. La criette est là, il va se retrouver là, il va en répondre. Mais maintenant, je voulais quand même revenir sur... Pour finir, oui, pour parce finir que là, sur un élément qui me paraît quand même très important. Très important. Quel élément et dont je parlais tout à l'heure. C'est que je ne suis pas en train de dire ici que je suis contre les ambitions affichées par les maires. Mais je dis que les maires doivent être réalistes. Et que quand je lis le discours de certains maires, il y a comme beaucoup d'idées qui sont avancées. Comme par hasard, on peut se dire que c'est peut-être parce que certains n'ont pas encore compris les couloirs. Ils n'ont pas encore circonscrit totalement leurs limites. On va se retrouver, si Hugues n'est pas d'accord avec moi ce matin, on va encore se retrouver ici, peut-être dans quelques mois, pour refaire le débat. Si un maire arrive et dit que je vais vous faire les routes, je vais vous faire un aéroport. Est-ce que vous savez par exemple que la mairie de Ouidah a investi près d'1 milliard pour une question de route dans Paou? Ce n'est pas de ça spécifiquement que nous sommes en train de parler. Je dis que dans le discours avancé par des maires, il y a beaucoup d'ambitions qui sont affichées et qui ne tiennent pas encore compte des rouages administratifs, et des contextes politiques, des réalités socio-économiques du terrain. J'ai bien cerné ce qu'il dit, mais en réalité, après la réforme, après la réforme de la décentralisation, qui a permis à ce qu'on envoie désormais des cadres spécifiques au niveau de nos communes, ayant à leur tête le secrétaire exécutif. Si les maires, c'est-à-dire les acteurs politiques, ne portent pas une grande vision pour leur commune, c'est qu'ils ne demandent pas à ces cadres-là de travailler. Parce que ce que vous ne le savez pas, les cadres-là sont très bien payés. Le secrétaire exécutif, le dernier secrétaire exécutif au Bénin, son salaire tournerait autour de 700 ou 800 000 le mois. Seulement, il faut leur donner 1 million, non? Mais au-delà de ça, comment? Dans quel Comment il faut leur donner 1 million, non? Au-delà de ça, moi, je pensais que, comment ça, 700 000 pour ce travail-là? Non, mais attendez. Non. Attendez. Non. Mais, je suis désolé. Monsieur Agua, je vous ai dit le dernier, d'accord? Non. Et vous avez un véhicule qui est mis à sa disposition. Un véhicule qu'on va manger? Non, ne dites pas ça. Non. Ne dites pas ça. Non. Ne dites pas ça parce que l'État... Monsieur Moïse, ce sont les collectivités, d'accord? Ce sont les collectivités qui les payent. L'intérêt des SE. Mais moi, je veux dire... Je dis bien on va le laisser finir. D'accord. Je dis bien le dernier, le minima. D'accord. Et ce sont les collectivités territoriales qui les payent. Et donc, par conséquent, il faut que les maires puissent leur demander de réfléchir parce que le mécanisme de réflexion aujourd'hui, ça se base sur les secrétaires exécutifs. Comment est-ce qu'on fait de la mobilisation des ressources financières? Ce n'est plus le maire. Si vous ne cherchez pas les sous pour la commune, le maire vous dira demain, ce n'est pas sa mission. C'est au secrétaire exécutif de réfléchir. Donc le maire, en tant qu'acteur politique, lui peut dire, pour ma commune, pour le compte de cette année, je rêve d'avoir un budget peut-être de 5 milliards. Mais il peut donner des pistes pour pouvoir atteindre ce objectif. Évidemment. Parce qu'il y a le conseil de supervision que lui-même, en tant qu'autorité politique, il en est le président. Donc, tout ce qui doit se vivre comme dynamisme de développement, c'est au niveau du conseil de supervision que ça se décide. Donc, vous avez le secrétaire exécutif qui est là, vous avez le maire et puis ses adjoints qui sont là, vous avez les présidents de commission qui sont également là. Donc, toute la machine, dès que les grandes décisions ou les orientations sont portées par le conseil de supervision, on les partage maintenant en session. Donc, pour moi, c'est bien que nos maires aujourd'hui se retrouvent dans cette posture-là. On peut penser un instant. Procédure de folie de grandeur. On peut se permettre de dire... Procédure de folie de grandeur. Je ne sais pas si c'est une posture de folie de grandeur. Ah ben, c'est pas moi qui le dis. Mais moi, je dis... On refera le débat. On fera le débat. On refera le débat. Vous savez... On refera le débat. Permettez-moi, Hugues Hector Zogo, quand même, de vous arracher un mot par rapport... à cette initiative, la team Don pour
oui, oui, cette team qui lance l'offensive numérique selon Express Matin, ce matin. En quelques mots, hein, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Express Matin, affiché par Marcel Yedo, la team Don Pouro, lance l'offensive numérique. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Vous avez un capitaine qui se retrouve être Donklam Abalo. Le capitaine. Qui est donc derrière cette machine électorale. C'est une vague citoyenne, c'est une vague numérique qui aujourd'hui ambitionne de mettre les journalistes et les communicateurs au cœur de la réflexion électorale. Parce que malheureusement, on se rend compte que les journalistes, une fois que les élections sont terminées, ce sont les premiers à critiquer les acteurs politiques. Mais à quel moment ils prennent aussi la parole pour échanger avec les concitoyens? À quel moment ça se fait? Pour la plupart du temps, vous verrez les journalistes rester très effacés. Et pourtant, ce sont eux qui sont avec les acteurs politiques pour donner des orientations. Donc, il y a une sorte d'hypocrisie qui se vit. Aujourd'hui, avec cette team mise en place par Donklam Abalo, on se rend compte qu'il faut effectivement que les journalistes et puis les acteurs communicateurs puissent prendre le devant, puissent dire ce qu'ils pensent des réalités politiques. Aujourd'hui, objectif, c'est également, j'ai lu rapidement, le taux de participation. Travailler au taux de participation. À l'élection présidentielle. Exactement. Parce que, voyez-vous, on a eu les statistiques des élections communales et des élections législatives aussi. Mais quelle est la part de responsabilité des journalistes? Les journalistes, ils informent. Quel type d'informations ont-ils apporté pour permettre aux citoyens qui est peut-être dans l'incertitude de pouvoir se décider? Quel type d'informations ont-ils apporté pour éclairer la lanterne des compatriotes? Quel type d'informations ces journalistes ont-ils apporté pour aider les compatriotes béninois à comprendre, par exemple, l'importance d'aller voter? Quand vous prenez, par exemple, les jeunes, en majorité, ceux qui sont dans la tranche de 18 à 25 ans, et qui peut-être pour la première fois devraient se rendre aux urnes, à quel moment les journalistes ont pu prendre la parole pour leur expliquer ce que représente le vote? Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui au cœur de cette machine-là. Et depuis hier pratiquement, vous sentez une sorte de fierté nourrie par les journalistes béninois. Parce que ça devient, en intervalle de quelques heures, un mouvement d'ensemble. Hier, vous avez vu combien de confrères ont pu relayer cette information-là. Ce matin, ça a repris. Est-ce que ce n'est pas une manière pour les journalistes de faire de la politique? Et à la limite, tout ce que nous faisons au quotidien, c'est de la politique. Parce que le choix que vous opérez, que ce soit pile ou face, c'est un choix politique. Du moment où vous décidez de vous taire, c'est un choix politique. Du moment où vous décidez de prendre la parole, c'est un choix politique. Donc, est-ce qu'il faut continuer avec ce que nous avions vécu depuis 1990, où on est en train de parler de la conférence des forces vives de la nation, surtout qu'on est là maintenant, dans la période date anniversaire? Est-ce qu'on doit continuer par vivre une sorte d'hypocrisie, ou est-ce qu'il faut que nous puissions nous mettre au devant de la scène et affirmer effectivement ce que nous portons comme rêve pour notre pays, ce que nous nourrissons comme ambition, comme idéal? Donc c'est ça la grande question. Les journalistes ont compris aujourd'hui qu'en se mettant avec la team. On a brisé ce mythe. C'était en réalité, c'était un mythe. Il faut avoir l'audace de le dire. C'était un mythe. Et puis, donc là, Abalo aujourd'hui a tapé dans la fourmilière et vous vous rendez compte que les langues se délient. C'est comme si on attendait quelqu'un. Les caporaux sont sortis de leur silence. On a un capitaine qui porte en réalité des valeurs. Parce que c'est aussi ça. Il y a celui qui porte le message. Celui qui porte le message, c'est la personne qui donne l'orientation. Il faut quand même que quelqu'un offre sa poitrine. Quand même. Bien au-delà. Et quand vous parcourez les différentes pages
numérique, vous vous rendez compte que Ça bouge. ça bouge. C'était attendu. Mais il fallait quand même un leader courageux pour prendre l'initiative. Aujourd'hui, C'est fait. c'est fait. Et tous... C'est fait dans quelques mois. C'est comme les différents commentaires que vous avez partagés hier sur les plateformes. Je souriais quand je vous lisais hier. J'ai pris du plaisir à vous lire parce que j'ai compris que vous mesurez effectivement quel est le rôle, par exemple, du journaliste en période électorale. Si le capitaine Dankama Barrow ne l'avait pas fait, j'allais le dévancer. Hein. J'allais le dévancer. Oui, je veux quand même dire deux ou trois choses. La politique relève de l'espace public. Tout ce qui est dans l'espace public relève de la politique. Quand vous vous engagez dans une action dans l'espace public, c'est déjà de la politique. Après cette fissure que les gens font ou cette démarcation qu'on veut faire entre le journaliste politique ou pas, il faut pouvoir choisir, il faut pouvoir circonscrire la chose. Le journaliste politique, voyez-vous, c'est ce journaliste-là qui est acteur d'un mouvement politique, qui s'affiche sous une bannière de parti politique. Ça, c'est une autre chose. Mais c'est une autre chose, je veux dire, pardon. Mais ce qui se fait ici, maintenant, dans le cadre de la TUM Damporo, c'est une action, je veux dire, à la limite citoyenne, qui s'inscrit dans une démarche purement technique et professionnelle, où des journalistes, des communicants ou communicateurs décident de mettre leur savoir-faire au service du citoyen lambda pour qu'un débat citoyen se fasse sur des projets de société, sur des, je veux dire, des questions de citoyenneté, de civisme. Et je pense que c'est une action salutaire et c'est une démarche, je veux dire, inédite. Et c'est pour cela que moi, je salue la démarche du capitaine, comme Hugues le dit si bien ce matin, du capitaine Dankama Barrow, parce que ce qu'il porte là est complètement inédit. C'est inédit en ce sens qu'on n'a jamais vu un journaliste qui ait pu prendre cette initiative-là. Et c'est pour cela que très tôt, moi, depuis hier, je me suis... D'ailleurs, vous avez été le tout premier. Oui, je me suis lancé dans cette aventure parce que ça m'a convaincu. Ça me fait dire que... Vous avez acheté. Oui. Si on peut se retrouver dans cet espace-là, on va apporter quelque chose de plus. Et je pense que c'est également une chance offerte aux candidats, Robert Wadaï ou tout candidat qui le voudrait, n'est-ce pas, donc, de venir s'exprimer, de trouver un cadre où on peut partager les idées, on peut échanger. Une sorte d'interface entre le candidat et le citoyen béninois. Merci beaucoup. Je voudrais vous avez tout placé, juste un mot vous avez tout placé. Ce qui est au cœur, vous avez déjà tout placé. Ce qui est au cœur donc, de cette stratégie-là, c'est la communication. Donc, tout ce qui doit pouvoir se vivre à travers cette vague numérique-là, c'est la communication. Ce que nous partageons de commun, c'est la communication. Ce n'est ni un mouvement politique, ce n'est ni donc un parti politique non plus. Donc, ce qui est offert désormais à travers la team Damporo, c'est la communication, outil stratégique en période électorale. C'est important d'avoir placé cette information, puisque vous aimez placer, et c'est bien. Je suis à votre suite. Je valide ce que vous venez de placer. Donc, c'est la communication au cœur, voilà, et non autre chose. Donc, rejoignez la team, voilà. Il y a plusieurs plateformes. Ce n'est pas uniquement réservé aux journalistes, non? Non, c'est une vague numérique. Ah, vous apportez une autre information, il y a plusieurs plateformes? Oui, il y a plusieurs plateformes. Dès que vous tapez Team Damporo, vous aurez une vague de plateformes qui vous accueillent. En tout cas, à l'instant où nous parlons, vous pouvez avoir la page Facebook qui vous permet d'avoir déjà plus de 10 000 abonnés. Et déjà vous avez la page TikTok également qui est très bien animée à l'heure où nous parlons. Donc, chapeau à tous ceux qui se cachent. Chapeau Caporo
qui se cache derrière le capitaine. Mais je crois quand même... Et au chargé à la communication qui fait beaucoup aussi. J'espère que le capitaine va donc venir sur ce plateau d'ici à là dans quelques jours pour que nous puissions vraiment le faire bouger un peu. Ah ben, il a réagi, il a dit que lui, il était dans son sommeil, puisqu'on a cherché quand même à le joindre ce matin. Évidemment, il est resté, voilà, effectivement, il reste en ligne jusqu'à 4 heures du matin. Il reste tard, vous allez le voir. Voilà, sinon, je sais qu'il aurait pu se prêter volontiers à cet exercice ce matin. On va donc reporter. Merci à vous pour cette initiative que vous achetez. Voilà, évidemment. Voilà, vous achetez. Mais quand vous le dites de cette manière-là, c'est comme si vous mettez en retrait, alors que... C'est pas de ça qu'il s'agit. Alors que vous c'est pas de ça qu'il s'agit. Il se met dans sa posture de modérateur. Alors qu'il a tellement animé les plateformes. Écoutez, j'ai dit, s'il ne l'avait pas fait, que j'allais le dévancer. D'accord. Si vous n'aviez pas déclenché cette machine hier, aujourd'hui j'allais déclencher. Mais il faut féliciter nos confrères béninois qui ont démontré qu'il y a effectivement une forme de solidarité. Parce que ce que nous avions vécu hier nous a permis de comprendre que les journalistes béninois, quand il s'agit de s'entendre... Ce sera sans transition, on va passer à l'actu décalé. Ce sera sans transition, comme aime le dit Alain Alou. Oui. Quand il s'agit de s'entendre autour d'un idéal, ils sont prêts à tout. Ils l'ont démontré hier et franchement, je suis très heureux d'appartenir à cette corporation. Thank you. Thank you. Okay.